Et donc, dans cette continuité, je pense que les GAFAM, en fait, n'ont été que l'introduction dans l'économie de la connaissance, dans l'économie de l'information. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie de l'information, il ne s'agit plus que d'êtres humains. C'est vrai, nous sommes 7 milliards sur la planète, mais ça va aussi être de l'économie de l'information pour tout ce qui est plantes, pour tout ce qui est animé ou qui semble inanimé. Et donc, ça fait que tout de suite, on commence vraiment à voir à poindre une explosion de ce que sera en fait l'économie du 21e siècle, c'est-à-dire de l'économie de l'information. Rappelons-nous d'un moment très important, c'est que l'économie de l'information se nourrit des données qui sont généralement récupérées, enfin, que l'on trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Les super compagnies que sont Facebook, que sont Google, Amazon, etc. ont assez de moyens pour pouvoir créer, pour pouvoir faire coder des algorithmes qui vont à la pêche de données sensibles, de données susceptibles de devenir de l'information, information qui sera ensuite valorisée et qui sera vendue au plus offrant. Et la règle, c'est que plus l'information est rare, et plus elle vaut son pesant d'or. Maintenant, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'un ménage composé d'un couple et de deux enfants. Aujourd'hui, si on cible ce ménage et qu'on fait une étude étalée sur une année des poubelles qui sortent de la maison de ce couple régulièrement, quotidiennement, au bout d'un an, il sera facile de mettre en place, de cartographier les besoins de chaque personne dans la famille. On saura ce que chaque personne achète, qui est allergique à quoi, qui porte quoi, etc., etc. Alors, ça c'est purement physique. Maintenant, imaginons un sorcier ou bien une sorcière qui va, disons, vous dire votre avenir ou deviner votre passé. Et ce sorcier vous dit exactement ce que chacun fait dans la famille, l'état mental de chacun, l'état physique, etc., etc. Et il vous le dit en moins d'un mois, sans qu'il ne vous ait couru derrière, sans qu'il ne vous ait physiquement surveillé. Maintenant, imaginons que ce un mois devienne 12 mois, puis 3 ans, puis 10 ans, puis 50 ans. Et maintenant, multipliez ces 50 ans par 7 milliards de personnes. Vous voyez, tout de suite, on se rend compte que c'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais en réalité, c'est ce que font les algorithmes, que ce soit des algorithmes de Facebook, que ce soit des algorithmes de Google, que ce soit des algorithmes de Amazon, parce que ce sont eux les références, mais ça peut être également des algorithmes d'un simple site qu'un privé, par exemple, disons, quelqu'un qui a sa propre boutique de e-commerce et qui utilise justement des algorithmes pour pouvoir connaître vos goûts, les couleurs que vous préférez, etc., etc. Et donc le souci, c'est que un jour ou l'autre, cet algorithme finit par établir une fiche de la personnalité. Par exemple, si c'est moi Christian, l'algorithme va finir par me donner une fiche. Voilà, Christian, voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il n'aime pas. À tel moment de sa vie, quand il avait 30 ans, voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà ce qui s'est passé quand il avait 40 ans. Donc, en partant de ces années-là, nous pouvons conclure que voilà ce qui va lui arriver dans les 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années. Et donc, finalement, je me retrouve placardé dans le cyberespace de Google ou Facebook, bah, un peu comme une boîte de thon qui est identifiée par un code barre.